Travailler sur les femmes dans les séries télévisées, c'est vraiment un sujet qui est pas facile parce que à la fois les séries télévisées sont des productions populaires qui doivent répondre aux normes des productions populaires, c'est-à-dire faire recette par exemple, amener de la publicité quand elles sont diffusées à la télévision, et forcément ce genre de production populaire, que ce soit des films, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des séries télé, ont tendance à jouer sur des consensus et donc sur des stéréotypes. Et donc travailler sur les séries demande de se confronter à cette question du stéréotype. Et en même temps, on se rend compte qu'on est face à des récits qui sont longs, qui développent des personnages sur la longueur, parfois dans la nuance, et même s'ils sont stéréotypés, on sait qu'en tant que téléspectateur, on finit par aimer ces personnages. Et donc, il y a aussi toujours une envie entre dénoncer, analyser, mais quand même montrer des choses intéressantes. Et donc ça nous met dans des positions qui ne sont pas simples, à affronter en tant que chercheur ou en tant que fan de séries ou amateur de séries. Il faut à la fois pouvoir se dire on relève les faiblesses et on relève les forces sans tomber dans les travers ou les extrêmes de ces deux pôles. Travailler uniquement sur les faiblesses et simplement relayer les stéréotypes, c'est une manière minimale d'analyser des séries télé, parce qu'on oublie alors toute la relation qui peut exister entre un téléspectateur et un personnage. Et travailler sur les forces, et uniquement les forces, fait oublier qu'il y a quand même quelques séries, quand même quelques personnages, parfois au sein de séries qui sont par ailleurs intéressantes, qui sont stéréotypés. Et donc c'est niveler le propos dans un sens ou dans l'autre, et trouver le juste milieu n'est pas toujours évident. Les séries télévisées s'inscrivent en fait dans les médias et dans la culture populaire, dans les deux. C'est à la fois une production qui est diffusée à la télévision et qui est donc médiatique, mais qui est une production qui vient des origines de tout ce qui est feuilleton et séries, à la fois dans le roman, dans la bande dessinée, dans la littérature populaire, le policier, etc. Et qui utilise à la fois les éléments qui sont propres à l'audiovisuel et aux médias et des éléments qui sont propres à la sérialité et au récit populaire. Et depuis toujours, on se rend compte que dans les médias ou dans la culture populaire, les femmes n'ont pas nécessairement la meilleure place. Quand on travaille sur les médias d'information, on se rend compte encore aujourd'hui, dans les derniers recensements, qu'il y a à peu près 25% de personnages féminins contre donc 3/4 de personnages masculins. Et ça fonctionne même parfois dans des sujets d'actualité ou dans des domaines où les femmes sont majoritaires. Ça n'est pas parce qu'on va faire une interview dans un hôpital qu'on va voir plus d'infirmières que d'infirmiers, par exemple. Donc c'est un constat qui est assez généralisé sur les médias d'information. La culture populaire c'est pareil, je me souviens d'avoir lu des recherches sur les albums dessinés pour les enfants, sur les bandes dessinées, sur les films hollywoodiens, les films d'action, sur les mangas, et où finalement les constats sont assez transversaux. Quel que soit le genre populaire qui est étudié, il y a beaucoup moins de personnages femmes que de personnages hommes. Dans les rôles principaux, on a plutôt des dessins animés qui mettent en avant Goldorak, Albator ou des garçons que des personnages mis en avant et qui sont des filles du temps où moi je regardais les dessins animés, ça date un peu. Il y avait Candy, mais c'était finalement à peu près la seule. Donc il y a peu de femmes dans les places de personnages principaux. Et c'est important parce qu'on sait que les personnages principaux sont ceux qui mènent le récit, sont ceux qui ont les valeurs les plus intéressantes et mises en avant par le récit. Forcément, quand on choisit un héros, on le choisit parce qu'on aime les valeurs qu'il défend, les idées qu'il a, sa manière d'agir. Et ce héros va être opposé à d'autres personnages qui peuvent être des adversaires forts, c'est-à-dire tout à fait opposés à lui, ou des adversaires un peu plus faibles, c'est-à-dire qui n'ont pas toutes les qualités que le héros peut avoir, sinon il ne serait pas le héros. Et donc forcément, quand on est un écrivain, quand on est un scénariste ou quand on est un auteur de bande dessinée ou de film, on choisit d'investir ce personnage principal. Et donc c'est important que des héroïnes puissent arriver dans cette position. Non seulement les personnages féminins dans la culture populaire en général sont moins représentés, et ils sont aussi plus mal représentés. On a souvent cette idée ou cette représentation de la femme fatale dans les polars par exemple, de la victime dans les séries policières,
de la princesse qu'il faut sauver dans l'heroic fantasy, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup utiliser des formes très clichés, des stéréotypes, et les femmes sont cantonnées à ces stéréotypes. Et il a fallu très longtemps dans la culture populaire pour qu'on voit émerger d'autres types de représentations des femmes. Je pense récemment à une recherche sur les manuels scolaires qui montrait que finalement dans les dessins des manuels scolaires en histoire, en géographie, en études du milieu, etc., on avait plutôt des mamans et plutôt des papas plombiers. J'exagère un peu, mais c'était un peu l'idée. Donc on voit que de manière insidieuse, dans plein d'éléments, ce sont toujours les mêmes stéréotypes de la maman, de la mère de famille, du papa qui travaille, qui sont véhiculés. Les séries sont des productions populaires donc, et elles ne vont pas révolutionner le monde de la culture populaire. C'est-à-dire qu'on va effectivement avoir des stéréotypes dans les séries télévisées. Pour rappeler brièvement, les séries télévisées existent à la télévision européenne et américaine depuis les années 50 à peu près. Dans les années 50 et 60, on a un personnage féminin majoritaire, presque juste celui-là à du 100%, c'est la mère de famille. C'est ma sorcière bien-aimée, c'est la maman dans Happy Days, c'est donc cette maman qui est à la maison et au foyer et qui a pour unique vocation de s'occuper des enfants, s'occuper du foyer, s'occuper du mari quand il rentre. Et c'est un modèle qui va être important jusque dans les années 70. Dans les années 70, tout doucement, on commence à avoir d'autres stéréotypes qui apparaissent. C'est la femme qui travaille d'abord, c'est la femme pas nécessairement en couple, voire parfois, comme dans des séries comme dans Maud, une femme divorcée, c'est-à-dire que c'est quand même une avancée importante pour les années 70, et on sent très largement l'influence des mouvements militants et féministes sur ces figures féminines. La femme commence à travailler, je prends pour exemple Drôle de Dame, où ce sont des femmes qui sont policières, alors forcément on peut un peu critiquer les drôles de dames parce qu'elles restent glamour, etc. Mais elles sont des femmes policières et elles se battent, qui était avant une prérogative masculine. Petit à petit, les femmes vont donc changer dans les séries télévisées, mais ça ne veut pas dire que les séries télévisées, même à l'heure actuelle, ont des représentations totalement égalitaires, totalement nuancées de la femme dans le monde. On garde des grandes idées. C'est par exemple, la femme est plutôt reliée à la famille. Et on sait que dans les séries, notamment américaines, la valeur familiale est quelque chose de très important. C'est donc pas innocent qu'on ait des séries comme 7 à la maison, dans laquelle c'est une famille canonique, un papa, une maman, des enfants, et la maman qui s'occupe principalement des enfants. Les femmes sont aussi souvent connectées aux thématiques liées au couple, c'est-à-dire qu'elles sont cantonnées un petit peu dans je cherche le prince charmant, et la seule et unique raison de ma vie, c'est d'ailleurs de chercher ce prince charmant. On voit même ça dans des séries qui sont parfois des séries relativement évoluées au niveau des représentations. Je pense à Sex and the City par exemple, où on a 4 femmes très différentes, certaines d'entre elles étant d'ailleurs ce qu'on appelle les working girls, donc elles mettent leur carrière avant le reste. Certaines sont plus traditionnelles, certaines sont des croqueuses d'hommes, et pourtant toutes les 4, elles recherchent une chose, c'est d'être en couple et de trouver l'amour. Donc c'est aussi une manière de toujours travailler sur les mêmes axes par rapport aux femmes. Dans les séries télévisées aussi, on remet très peu en question l'hétéronormativité ambiante, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnages homosexuels, il y a très peu de lesbiennes dans les séries quand on réfléchit. Alors, il y a quelques séries où il y en a évidemment, il y a des séries où il y a principalement des lesbiennes comme The Hell World, mais ce ne sont pas des personnages qui sont encore très fréquents. Et qui dit hétéronormativité, dit aussi une certaine vision de la famille, une certaine vision de la parentalité. Je vous ai cité 7 à la maison tout à l'heure, c'est pas innocent, on est vraiment face à un schéma qui reste tout à fait canonique. Alors, loin de moi l'idée de dire que ce schéma n'est pas bon, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas vraiment de pluralité ou de diversité dans les représentations dans les séries télévisées. Les femmes ont toujours tendance à être plutôt dans des positions de victimes, dans des positions de subordonnées. Quand elles accèdent à des rôles de pouvoir, elles ne sont pas nécessairement dans un pouvoir fort, elles ont souvent besoin de conseils, et ces conseils vont les chercher la plupart du temps chez les hommes d'ailleurs. Donc on voit que les séries télévisées ne remettent pas nécessairement en cause tous ces stéréotypes qui sont les nôtres. C'est pas tout à fait étonnant, on sait que la télévision n'a pas vocation à être un média absolument révolutionnaire, tout simplement parce que la télévision doit être regardée, puisque ses résultats
financiers dépendent des résultats d'audience, la plupart du temps. Et donc la télévision ne peut pas être en totale opposition avec la société qui la regarde, avec les gens qui la regardent. Elle ne peut pas non plus être complètement rétrograde, sinon ben c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que personne ne la regarde parce que plus personne ne se retrouve dans les images. Et donc les séries sont toujours dans un moment un peu mouvant entre être consensuel, être un peu révolutionnaire, n'effrayer personne. Et donc c'est pas étonnant que les séries télévisées soient un peu parfois dans un entre-deux. On pourrait prendre l'exemple pour une série télévisée de Game of Thrones, qui est une série qui à la fois met en place des choses intéressantes et des choses qui le sont un peu moins, ou en tout cas qui posent des questions. Dans Game of Thrones, il y a quand même pas mal de personnages féminins. Si on additionne toutes les familles, ceux qui connaissent forcément voient à quoi je veux faire référence, et ceux qui ne connaissent pas la série vont avoir du mal. Mais bon, dans chaque famille, il y a des personnages féminins, et ces personnages féminins sont à des positions qui sont relativement influente. C'est la maman du roi, c'est la sœur du roi, et elle devient d'ailleurs aussi la maman du roi, c'est elle-même la reine qui va être amenée à mener un peuple. Donc elles sont dans des positions qui sont hiérarchiquement intéressantes, elles sont parmi les personnages principaux de la série, donc il y a quand même quelques avancées. Et ce sont des personnages qui ont un certain pouvoir, qui sont à des positions qui leur permettent effectivement d'influencer sur la vie d'autres personnes et d'influencer sur le récit, de le faire avancer. Et malgré tout, quand on creuse, on se rend compte que ces femmes sont souvent assujetties au pouvoir d'un homme, puisque c'est un système c'est un système de fantasy, c'est-à-dire à la fois avec les règles de l'heroic fantasy, mais avec aussi des règles du Moyen-Âge, puisque c'est basé sur un système féodal. Et donc elles ne peuvent pas être reines d'un pays, elles peuvent être la reine épouse ou la reine mère, mais ce ne sont pas elles qui dirigent en tant que telles. Et donc le pouvoir qu'elles ont, c'est souvent un pouvoir qui est amené par la ruse, ou par la manipulation du mari ou du fils. C'est un pouvoir qui est aussi assujetti au conseil. Par exemple, la mère des dragons, elle a des conseillers qui sont des conseillers hommes, et on voit que sa position de femme peut poser des soucis. Leurs armes finalement pour manipuler, ce sont le mensonge, le sexe et ce genre d'éléments-là. Donc à la fois ce sont des personnages intéressants parce qu'ils sont dans des positions importantes au niveau narratif, parce qu'elles ont un vrai pouvoir, et en même temps la manière dont on leur octroie le pouvoir ramène malgré tout des stéréotypes. Et donc cette série elle est assez intéressante pour les ambiguïtés qu'elle permet de soulever, et c'est pas la seule. On se rend compte que quand on a des personnages intéressants dans les séries télé, il y a toujours des choses positives et des choses négatives. Je vous parlais tout à l'heure de Sex and the City, des personnages libérés mais qui pourtant cherchent l'amour, et principalement l'amour. Je pense à Scully, qui était une femme intéressante dans X-Files et qui pourtant est aussi fortement assujettie à Mulder. On peut parler de Buffy, qui est une combattante de vampires et qui donc est une fille d'action, mais qui malgré tout est jolie, qui répond à la plastique hollywoodienne, et on voit qu'il y a toujours du bon et du moins bon dans les séries, et que les exemples qui sont intéressants posent aussi question. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on doit se poser des questions par rapport à ces personnages pour pouvoir se faire des opinions finalement sur ces éléments-là. Et je trouve que ce qui est intéressant justement, c'est de se les poser ces questions, c'est de ne pas se dire c'est tout bon ou c'est tout mauvais, mais de voir comment on peut se positionner en tant que femme ou en tant qu'homme face à ces personnages. Alors là, je vous ai parlé pendant quelques minutes un peu des séries, des exemples du bon et du mauvais. Pendant une heure, pendant la conférence, j'aurai le temps d'être beaucoup plus précise, parce qu'il faut pouvoir un peu poser les bases de ce qui a déjà été fait, de l'analyse quantitative, de l'analyse des stéréotypes. Là, j'ai parlé très vite, mais c'est une notion très complexe, le stéréotype. La conférence sera aussi l'occasion de développer un peu plus les exemples sur lesquels je suis passée très vite aujourd'hui, et surtout, ce que je ne peux pas faire ici, de vous présenter les images, parce que la manière dont on filme les femmes est aussi importante. Et parfois, le fait d'avoir une héroïne intéressante peut être complètement cassé par la mise en image si on ne filme d'elle que les scènes dénudées, par exemple. Et donc tout ça, ce sont des choses qui demandent un peu de temps, et j'espère que je pourrai vous les présenter au mois de novembre.